Bonjour Stéphane Lissner. Bonjour. Et merci d'être avec nous. C'est votre première saison en tant que directeur de l'Opéra de Paris, à la fois le Palais Garnier et l'Opéra Bastille. On a coutume de dire qu'une saison est vraiment lancée quand le public découvre de nouvelles productions. Ce sera le cas très bientôt, dans quelques jours, avec Moïse et Aaron de Schönberg à Bastille. On va parler de tout ça et de beaucoup de choses avec vous. Vous êtes avec nous pour une bonne dizaine de minutes. D'abord, Thierry Fioril, expliquez-nous pourquoi l'arrivée de Stéphane Lissner à l'Opéra de Paris fait autant parler. Parce que depuis plus de 30 ans, Stéphane Lissner, vous secouez le monde de l'opéra au Théâtre du Châtelet, au Festival d'Aix-en-Provence et à la Scala de Milan, dont vous avez été le premier surintendant non italien. Dans tous ces lieux prestigieux, vous avez imposé des œuvres réputées difficiles, des metteurs en scène innovants comme Patrice Chéreau, Claude Régis, Romeo Castellucci, puisqu'on parle de Moïse et Aaron qui va ouvrir la saison. Stéphane Lissner, c'est aussi un carnet d'adresses à Nord Massif, des amis du côté du CAC 40. Dans le monde des affaires, c'est bien utile quand il faut convaincre des mécènes. Une obsession, la jeunesse, les jeunes artistes d'abord avec les académies créées tout au long de ce parcours et le jeune public. 25 000 places à 10 € pour les moins de 28 ans tout au long de la saison à Paris, c'est du jamais vu. Une autre obsession, la tétralogie de Wagner, l'œuvre la plus monumentale du lyrique. On attend donc votre quatrième tétralogie pour votre quatrième direction. Tétra en grec, ça veut dire 4 en plus. Ajoutez à cela que Stéphane Lissner a choisi Benjamin Millepied pour diriger la danse. Vous comprenez mieux pourquoi cette rentrée fait parler. Oui. Récemment, le Palais Garnier a été envahi par 20 danseurs qui interprétaient 80 solos dans tous les espaces du Palais Garnier, sauf la scène, avec le public juste devant eux. Et enfin, cette saison est aussi digitale. Ouverture de la 3e scène numérique. Des artistes qui n'ont rien à voir avec le lyrique ou la danse créent des œuvres vidéo en côtoyant tous ceux qui travaillent à l'Opéra de Paris, comme avec l'abécédaire de Lorraine Denis. M comme mille pieds. L comme moule. Lunaire. L comme labyrinthe, ce qui nous amène à K comme kilomètre. Ah, et puis mon préféré. Ouais, kiff. Alors, Stéphane Lissner, on peut dire que votre audace n'a pas de limite, vous osez tout, comme vous l'avez fait à la Scala de Milan. J'essaye de convaincre le public d'oser avec moi, parce que je ne peux pas oser tout seul. Donc le projet, effectivement, c'est ce qui est inscrit sur la grande façade de l'Opéra Bastille, Verdi ou Schönberg. Pourquoi choisir? Pourquoi se limiter simplement dans un répertoire? Parce que simplement on le connaît, et si on le connaît, on est peut-être un peu rassuré. Donc c'est bien parfois de s'aventurer dans des coins qu'on ne connaît pas bien. Donc pas de limite, hein. Non, pas de limite, c'est pas de limite, c'est simplement que nous avons la chance d'avoir un répertoire sur plus de 4 siècles. Ce répertoire, il faut le découvrir. Il y a les grands titres, les titres les plus connus, ceux qu'on joue toujours. Et puis il y a chez Schönberg, chez Handel, chez Cavalli, chez Scarlatti, chez plein de compositeurs, des opéras extraordinaires qu'on n'a pas encore découverts. Rappelez-vous, Janáček, il y a une trentaine d'années, on ne jouait pas d'opéra de Janáček en France et pas beaucoup en Europe. Et aujourd'hui, toutes les maisons d'opéra jouent au moins une fois par an une œuvre de Janáček. Et ça passe aussi par des compagnonnages avec des artistes. C'est le cas de la danse, par exemple, William Forsythe, qui quasiment s'installe à l'Opéra de Paris. C'est un coup d'avoir réussi ça. C'est toute ma vie professionnelle, hein. Au fond, j'ai rencontré Pina Bausch la première fois quand je dirigeais le Théâtre du Châtelet, le Théâtre National de Nice en 1978. Et en 1998, pour mon premier festival d'Aix-en-Provence, Pina Bausch et Pierre Boulez ont présenté le château de Barbe-Bleue. Donc c'est toujours comme ça. Patrice Chéreau, ça a commencé au Châtelet. Et ensuite, dans chaque théâtre où j'ai été, il a fait un opéra. C'est avec les artistes que j'ai construit tout ça. C'est eux qui ont, à un moment donné, qui ont confiance sûrement, qui ont fait ce compagnonnage avec moi. Si vous êtes prêt à leur donner tout, si vous voulez recevoir, c'est pas vraiment ça qu'il faut faire comme job. Mais si vous êtes prêt à leur donner le plus possible de tout ce que vous pouvez leur donner pour leur garantir des conditions de travail, ça finit au fil des ans par créer des liens. Et puisqu'on parlait de danse, l'un de vos grands coups, ça a été de faire venir quand même Benjamin Millepied à la tête du Ballet de l'Opéra. C'est pas ce qu'on a dit quand je l'ai fait nommer au départ. Hein. Aujourd'hui, c'est bizarre. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Oui. Donc vous ne regrettez pas votre choix, il tient ses promesses? Ah non. D'abord, Benjamin, je l'ai fait venir. D'abord, j'ai fait
un travail très sérieux avant de décider. J'ai reçu beaucoup de candidats et j'ai été même sollicité beaucoup de chorégraphes ou simplement de personnalités qui étaient directeurs. Je cherchais un directeur de la danse. Un directeur de la danse, pour moi, il y avait un certain nombre de critères. Le premier critère qui a été déterminant, c'est quand, au cours d'une des nombreuses réunions que j'ai eues avec Benjamin Millepied, il m'a expliqué que le projet, pour lui, c'était deux choses essentielles. La première, c'était de mettre la chorégraphie à la même hauteur d'exigence que la musique. C'est-à-dire, et pas le contraire. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il a à sa disposition des partitions et que la qualité de ces partitions, il faut que lui soit capable, avec les chorégraphes qu'il invite, bien sûr, ou pour lui-même comme chorégraphe, il soit capable d'arriver à cette exigence. Et la deuxième chose, il considère, et on l'a vu dans son premier programme, avec Boris Charmarz, avec Balanchine, avec Robbins et avec son ballet signé Millepied, on a très bien vu qu'il ne peut pas concevoir aujourd'hui la création de la danse sans s'appuyer sur la véritable histoire de l'Opéra national de Paris, donc sans s'appuyer sur l'histoire de la danse. Et ça me semble aussi essentiel. C'est une des plus belles compagnies, sinon la plus belle compagnie du monde, dans laquelle on a un répertoire classique avec bien sûr les ballets de Nureyev et la possibilité d'inviter en ce moment Anne-Theresa de Kersmaker qui va avoir sa première avec une avant-première pour les jeunes justement de moins de 28 ans à 10 € le 21 octobre et puis sa première le lendemain le 22. Bien Anne-Theresa, elle est une chorégraphe très exigeante. Elle travaille donc avec ces jeunes danseurs de l'Opéra de Paris, mais ce sont des danseurs qui sont capables de danser la Bayadère au mois de décembre, quelques semaines plus tard. Et c'est ça qui est très important. Et c'est la raison du choix de Benjamin Millepied. Il y en a d'autres, c'est de transformer cette compagnie pour l'entrée dans le 21e siècle, parce qu'aujourd'hui, les choses évoluent. On va continuer de parler avec vous. Vous restez avec nous, Stéphane Lissner. On va faire une petite pause, le temps d'écouter les principaux titres de l'actualité. Il est 13h53, Émilie Gautreau. Un lycée fermé pour la journée dans la crainte de débordements et après des violences. Fermeture du lycée professionnel Théonore Monod à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Les enseignants sont en grève depuis 2 jours. Nous serons sur place dans le journal de 14h. Dans 7 minutes aussi, visite guidée du nouveau musée de l'homme inauguré ce matin à Paris. L'occasion pour François Hollande de célébrer l'unité et la diversité de l'espèce et d'appeler au respect de chacun pour mieux vivre ensemble. La gestion des flux migratoires en Europe débattue à nouveau à Bruxelles cet après-midi. Il sera question entre autres de renforcement des frontières, de coopération avec la Turquie. On verra ça dans le prochain journal. L'Europe doit rester solidaire. Une fermeture des frontières est une illusion au XXIe siècle, a lancé ce matin Angela Merkel devant les députés du Bundestag. L'instance du foot européen, l'UEFA, réunie en urgence à Nyon, en Suisse, pour évoquer la tourmente que connaît la FIFA et la candidature de Michel Platini. Il s'agit pour le Français de savoir si une majorité des 54 fédérations le soutient. France Info. Stéphane Lissner, le directeur de l'Opéra de Paris, nous fait le plaisir d'être avec nous dans le 12-14. Je voudrais qu'on parle des chanteurs lyriques, Stéphane Lissner, qui, on les a entendus, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, Thierry Fiorillo. C'était hier. C'était hier, dire on est sous-employé en France. Vous préférez les voix étrangères ? Pas du tout. Je pense que c'est un faux procès, en tout cas en ce qui concerne l'Opéra national de Paris. En ce moment, nous venons de terminer Platé. Nous avons joué 13 représentations avec une distribution uniquement française. Si vous regardez les grands chanteurs français, Karine Dehaye, Stéphane Degout, Roberto Alagna, Sophie Koch, etc., ils sont tous programmés à l'Opéra de Paris pendant toute la saison. Donc, il ne faut pas oublier que l'opéra, c'est aussi un répertoire. Un répertoire, c'est un répertoire stylistique, mais c'est aussi des langues. C'est-à-dire qu'il y a des opéras russes, des opéras français, des opéras allemands et d'autres langues, bien sûr, comme le tchèque, etc. Donc, le choix, il est fait en fonction de la qualité des chanteurs, bien évidemment. Mais nous, comme Opéra national de Paris, on privilège la jeunesse française et les chanteurs pour les engager et leur faire débuter la carrière. Ça commence par l'académie, l'atelier lyrique, où on engage des chanteurs pour les former. Ensuite, on les distribue. Et franchement, quand on pense que 40 rôles dans la saison vont être distribués, les petits rôles vont être distribués uniquement aux artistes du chœur de l'Opéra national de Paris, on privilégie évidemment cela. Donc, attention, j'ai vu qu'il y avait aussi un quota en fonction de la fiscalité. À ça, je vous avoue que je ne demande pas, quand j'engage un chanteur, s'il a la voix, de savoir où est-ce qu'il paye ses impôts, j'en suis pas là. Thierry Fiorillo. C'est une période difficile, les subventions baissent, la part de l'État. Vous avez quand même le plus gros budget de la culture en France, avec un peu plus de 200 millions d'euros dans le spectacle vivant. Je parle un taux d'autofinancement très élevé et je le disais tout à l'heure, vous êtes champion du monde du mécénat. Comment vous faites pour convaincre des grandes entreprises de donner de l'argent ? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très important de dire que le modèle économique est en train de changer.
Le modèle économique est en train de changer parce que pour la première fois, depuis la guerre pratiquement, l'Opéra de Paris, le financement public de l'Opéra de Paris est passé sous la barre des 50%. À titre d'exemple, je rappelle que les principaux théâtres en France sont à 75% de subventions et à 25% d'autofinancement. Nous sommes aujourd'hui à 53% d'autofinancement et à 47% de subventions publiques. Alors, quand on parle de la subvention de l'Opéra de Paris, on oublie déjà une chose tout de suite qu'il faut dire, c'est que nous avons 2 théâtres. Un théâtre de 2700 places et un théâtre de 2000 places. Donc l'Opéra de Paris, c'est l'Opéra Bastille et l'Opéra Garnier. C'est important, ce sont 2 théâtres. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que si il est normal que l'Opéra de Paris, comme les autres institutions, participe à l'effort national, compte tenu de la crise, il faut réfléchir comment on va pouvoir répondre à ce nouveau modèle économique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? Évidemment, il y a des risques. Il y a des risques évidents. Pourquoi ? Parce que plus on va chercher des ressources propres, on a deux façons de trouver de l'argent. Un, bien évidemment, diminuer les dépenses. Et 2, augmenter les recettes. Et en augmentant les recettes, il y a deux possibilités. Augmenter les billets, le prix des billets, qui est déjà extrêmement cher, même si on est encore un peu moins cher qu'en Europe. Et 2, le mécénat. Mais le mécénat, c'est aussi une vraie question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les grandes entreprises attendent ? Elles attendent Nabucco, Traviata, ou elles attendent aussi Moïse et Aaron de Schoenberg ? Non, c'est plus complexe. Donc je crois que le pari et le vrai enjeu de ces prochaines années, c'est qu'il va falloir rester quand même dans un modèle dans lequel, en gros, 50% de la subvention devrait assurer le fonctionnement de ce théâtre et le mécénat. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, le mécénat n'est plus un mécénat institutionnel. Aujourd'hui, les entreprises ne viennent pas mécéner, je pense, la Comédie Française, le Louvre ou l'Opéra National de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises viennent apporter leur soutien à des projets artistiques. Ce qui les intéresse, c'est quel projet, quel est le projet sur les 6 prochaines années. C'est ça qui les intéresse. Un projet, on a bien compris que vous en avez un et qui me semble tout à fait formidable. Merci beaucoup. En tout cas, on souhaite une très belle saison à l'Opéra de Paris, l'Opéra Bastille, au Palais Garnier. Merci Stéphane Lissner. Merci à vous. D'être venu nous voir. Merci Thierry Fiorillat.